Bonjour à tous. Donc je vais effectivement faire une présentation qui est assez complémentaire. Je parlerai effectivement d'enjeux, de perspectives, et j'ai également enrichi ce diaporama par les idées et les témoignages qui ont été apportés par une quarantaine de dermatologues de l'association d'Aquitaine et que j'ai sollicité lors de la préparation de la journée que nous avions organisée avec la FFP et en présence partielle de l'ARS. Alors, la dermatologie, rappelons d'abord son dynamisme. Rappelons que c'est une spécialité qui a eu de grands progrès, qui répond à des besoins de santé publique. Les dermatologues voient 90% des cancers cutanés. Ils voient les maladies chroniques inflammatoires et bien sûr les dermatoses rares. Et nous avons, pour répondre à ces enjeux, eh bien, nous avons la chance d'avoir des centres de référence, des centres de compétences, et ça fera l'objet d'une présentation ensuite. Nous avons également des réseaux cancers rares labellisés par l'INCa pour les lymphomes cutanés, pour certains cancers rares. Et nous avons bien sûr toutes les associations de patients qui peuvent aider à répondre à ces enjeux et soutenir ce parcours de soins. Alors, les progrès, les grands progrès, on les connaît. Je les rappelle ici avec deux grands axes. Bien sûr, les progrès dans les cancers cutanés, avec en particulier le mélanome qui a ouvert la voie, mais maintenant il y a aussi le carcinome, il y a les lymphomes, le carcinome de Merkel. Et vous avez ici ces courbes de survie qui, vous voyez, ont monté avec l'immunothérapie, avec les thérapies ciblées. Nous avons également une révolution dans les dermatoses inflammatoires chroniques. Le psoriasis, là aussi, a ouvert la voie, mais ensuite, d'autres dermatoses inflammatoires chroniques ont vu arriver des traitements et continuent à voir arriver des traitements. Et il faut arrêter de dire « il n'y a rien à faire » et maintenant, il y a quelque chose à faire. La Société française de dermatologie s'implique. Elle s'implique avec des groupes thématiques qui, vous le savez sans doute, s'intéresse à de multiples pathologies et essaie de travailler pour proposer des programmes de recherche, des programmes d'information pour les différentes pathologies. Et puis la Société française de dermatologie aussi soutient la recherche avec son fonds de dotation, avec des projets de recherche clinique, de recherche fondamentale, translationnelle, plusieurs fois par an avec plusieurs appels d'offres. Alors nos défis, c'est devant ces progrès, devant ce dynamisme, c'est de favoriser l'accès des patients aux innovations, l'accès, le remboursement. C'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait l'imaginer, puisqu'il y a certains traitements, particulièrement en cancérologie, qui ont l'AMM, mais pas le remboursement. Et puis, il faut que nous soyons force de proposition pour se saisir des cadres de prescription compassionnelle qui peuvent permettre de donner l'accès dans de nouvelles indications à des traitements déjà existants. Et c'est le rôle du CNP, du centre de preuve. La Société française de dermatologie avait déjà travaillé sur ce sujet, avec le centre de preuve en particulier, et on espère voir cela aboutir pour le tacrolimus topique dans le vitiligo notamment. Et donc tout cela pour améliorer l'accès aux soins, réduire également le reste à charge des maladies chroniques et améliorer la formation. Alors il y a un besoin croissant. J'ai vu que sur le site de la FFP, il était même écrit 20 millions. Dans l'objectif peau, on était 16 millions. En tout cas, il y a beaucoup de patients atteints de maladies de peau en France. Et il y a beaucoup de maladies de peau différentes. Et c'est une forte demande des patients, une demande médicale. C'est vraiment pour des besoins médicaux que les patients consultent majoritairement les dermatologues. Et ces maladies de peau sont mieux soignées, mais c'est une importante morbidité et mortalité aussi pour certaines, avec des prises en charge qui se sont complexifiées et donc qui nécessitent vraiment cette formation qu'a évoquée Nicolas Dupin.
Nous avons, à la Société française dermatologie, en lien avec le site Dermato-Info, mené une étude qui est présentée au cours de ces JDP sous forme de poster. Et la FFP nous avait également soutenu en diffusant cette enquête et relu le questionnaire, qui était un appel à témoignages des patients atteints de maladies de peau. Donc parmi les 1751 réponses reçues, eh bien, on souligne ici, donc nous avons regroupé les dermatoses en fonction de dermatose inflammatoire chronique, dermatose faciale, génodermatose, infection cutanée, cancer. Et on voit que les dermatoses inflammatoires chroniques, les dermatoses faciales, les génodermatoses ont un retentissement majeur sur l'estime de soi, l'image de soi, un impact sur la relation avec les autres. Et donc, il y a beaucoup de besoins. Et quels sont les besoins principaux? Alors, ils sont un peu différents en fonction du type de maladie, mais ceux qui sont rapportés, c'est récupérer une vie sociale meilleure, récupérer une image de soi qui soit meilleure, donc avoir une dermatose moins affichante, et puis aussi comprendre ma maladie. Alors, Nicolas Dupin a montré cette carte de France inquiétante avec l'impact en termes de retard de prise en charge, de diagnostic à des stades plus avancés et une offre de soins très hétérogène sur le territoire. Si je fais un zoom sur la Nouvelle-Aquitaine, que je connais bien, puisque je viens de Bordeaux, eh bien, on a 7 sur 12 départements qui sont à moins de 5 dermatologues pour 100 000 habitants, certains à 0 d'ailleurs, certains à 0, certains à 2. Et dans 10 ans, eh bien, on en aura 1, voire 2 de plus qui seront à 0 si on ne fait rien. Donc il y a une désertification médicale qui est préoccupante dans plusieurs départements, qui sont des départements ruraux, et qui ne touchent pas que les dermatologues. Et c'est ça qui est encore plus préoccupant. Ça touche aussi les médecins généralistes, et puis ça touche aussi la structure économique globale. Alors, cette raréfaction, eh bien, elle touche tous les dermatologues, elle touche les dermatologues libéraux, et c'est une offre qui est réduite et qui va encore se réduire. Elle est en chute libre dans certains départements, très mal répartie dans l'autre. Par exemple, je cite la Gironde, où dans le Nord Gironde, par exemple, on a très très peu de dermatologues, alors qu'ils sont plutôt dans le Sud. Donc le Nord, c'est le Médoc en particulier. On a un vieillissement, on l'a vu sur ces graphiques de la population des dermatologues. C'est très difficile, rapportent les dermatologues, de trouver des remplaçants, alors qu'avant c'était plus facile. Il y a beaucoup de cabinets qui se ferment sans succession et peu de perspectives d'installation, en particulier dans les entre guillemets petites villes. C'est vrai que les gens s'installent plus tard. C'est vrai qu'il y a la féminisation qui va dépendre du travail du conjoint, et c'est souvent difficile de trouver un travail en dehors des grandes villes. Donc c'est vrai que de ce fait, on peut se dire l'activité elle est centrée sur les CHU, sur certains CHG, mais en fait ces centres hospitaliers ne sont pas toujours en mesure d'assumer à la fois leur activité. On l'a vu avec ce qui vous a été montré en Ile-de-France, c'est pareil en Nouvelle-Aquitaine. Encore au CHU de Bordeaux, on s'en sort pas trop mal. Poitiers, c'est très difficile, et Limoges, ça l'est encore plus. Et donc, ils ne sont pas en mesure d'assumer leur activité et l'activité libérale manquante. Ce qui aboutit à des choses qui sont incompréhensibles, forcément pour les patients, c'est des refus de prise en charge, parfois dans les centres hospitaliers, pour des prises en charge qui relèvent, j'ai mis des guillemets, de dermatologie de ville. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de dermatologue de ville disponible. Il y a aussi, au niveau hospitalier, un problème d'attractivité des postes hospitaliers et universitaires, des conditions de travail, je ne vais peut-être pas développer, mais qui deviennent de plus en plus difficiles, des réductions du nombre de lits, des fermetures, et au sein des hôpitaux, une reconnaissance très inconstante de la dermatologie. Alors, que racontent mes collègues, en particulier libéraux? Eh bien, ils souffrent de cette problématique de l'accès aux soins de nouveaux patients, comme les patients en souffrent eux-mêmes. Et à l'inverse, ils rapportent que certaines consultations sont, entre guillemets, envahies par des motifs qu'ils jugent finalement pas si pertinents que ça, et avec des visites de dépistage qui leur semblent excessives. En plus, ils ont des rendez-vous qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous en ligne avec les nouvelles plateformes, Doctissimo, etc., et parfois qui n'honorent pas les rendez-vous. Et certains dermatologues disent que par semaine, ils ont 30 rendez-vous non honorés, alors qu'ils refusent les nouveaux patients, donc ils disent « mais je deviens fou ». Et puis, ils ont des patients qui viennent de 200 km, de 300 km pour avoir un rendez-vous. Leurs lignes téléphoniques sont parfois saturées.
parfois plus de 900 ou 1000 appels par jour. Certains dermatologues, surtout ceux qui sont isolés, n'ont pas de secrétariat, donc c'est vraiment compliqué. C'est un stress, c'est des pressions directes, et c'est vrai que ça ne donne pas trop envie aux jeunes, en tout cas dans ces conditions. Donc cela conduit à un allongement du délai de consultation, un retard diagnostique et donc thérapeutique. Et on se dit qu'il y aurait besoin de renforcer un tri, j'aime pas trop ce terme, ou un filtre des demandes pour mieux hiérarchiser et ne pas passer à côté d'une prise en charge qui est vraiment qui est nécessaire, urgente. Alors que faire? Quelle perspective? Quelle piste d'amélioration? Donc je pense que vous allez en discuter beaucoup cet après-midi. Alors je donne ma contribution. Alors je vais faire 4 axes qui parfois s'entrecroisent. Augmenter l'offre de soins. Ça, c'est incontournable. Améliorer le parcours de soins, faciliter les interactions entre personnels de santé, améliorer la formation et améliorer l'information des patients et que les patients soient acteurs dans ce parcours de soins. Alors, premier point, augmenter l'offre de soins. Donc, c'est augmenter le nombre d'internes en formation. C'est absolument incontournable si on veut répondre aux besoins de soins. Je ne vois pas comment on peut y arriver sinon. Ce sont des besoins en milieu hospitalier et en milieu libéral. Donc il faut avoir une politique médicale territoriale hospitalière, mais également s'occuper du libéral. Il faut avoir des postes d'internes dans les CHU, mais aussi dans tous les CHG. Il faut donc soutenir aussi les CHG qu'ils aient quand même une taille critique suffisante pour encadrer les internes. Il faut avoir des assistants partagés, des assistants, mais aussi garder ces postes de chefs de clinique assistants, qui sont souvent des postes plus lourds dans les centres hospitaliers universitaires. Et il faut avoir des internes en stage ambulatoire, mixte ou à temps complet, en libéral. Donc, pas pour ça, il faut qu'il y ait plus d'internes. Et donc ça, tout ceci, si on a plus d'internes un peu diffusés, ça peut permettre de favoriser des installations, y compris en dehors des grandes villes. C'est vrai que parfois les assistants, ils arrivent dans les centres hospitaliers généraux un peu tard. Donc ils ont déjà leur vie qui est un peu implantée dans la grande ville, entre guillemets, d'où ils viennent. Et donc parfois, à la fin de leur assistanat, ils disent non, je reviens à Bordeaux. Je ne reste pas à Dax, je ne reste pas à Mont-de-Marsan. On dit, mais si, c'est là qu'il faut que tu restes. Bon. Alors, on voudrait vraiment que cette spécialité, elle soit reconnue comme une spécialité en difficulté. Alors peut-être qu'il y ait des incitations financières, au moins partielles, pour essayer d'encourager les gens à rester. Certains disent qu'on pourrait imaginer des postes itinérants dans des déserts médicaux. Et parmi les personnes qui témoignaient, il y avait plusieurs retraités qui étaient volontaires, qui disaient moi je suis d'accord, j'aimerais bien faire un temps partiel, je veux bien aller à Agen où bientôt il n'y aura plus que 2 dermatologues, et dans 5 ans il y en aura 0, si on continue comme ça. Et donc c'est une mission importante, donc pour ça il faut peut-être leur favoriser les choses. Des postes de salariés dans les maisons de santé également, des centres pluridisciplinaires avec du personnel partagé qui peuvent aider à soulager la charge professionnelle. Alors, cette chose qui est un peu compliquée, mais quand même dont il faut parler, je pense, et prendre conscience, c'est essayer de se recentrer sur des consultations entre guillemets utiles et ne pas passer à côté des patients nécessitant une prise en charge urgente. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion peut-être à mener sur le ciblage des messages de prévention. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup dit la peau, il faut montrer sa peau, il faut montrer sa peau, c'est très bien. Donc oui à la photoprotection, oui à l'autosurveillance, mais les consultations, examens systématiques, check-up, surtout lorsqu'ils sont répétés une fois par an chez des personnes qui n'ont pas du tout de facteur de risque, eh bien c'est compliqué et finalement ça engorge les cabinets. Donc pour cela, il faut sans doute une meilleure information des patients et des professionnels de santé hors dermatologue, pour essayer de faire comprendre que ce n'est pas forcément un dépistage systématique. Il faut essayer de cibler sur des signes d'alerte, ou bien avoir une consultation une fois, mais ensuite adapter le parcours suivant, cibler mieux ceux qui nécessitent vraiment une consultation annuelle. Donc il y a une nécessité de complémentarité entre message du dermatologue et association de patients que je pense nécessaire pour que le patient soit véritablement acteur de son suivi. Alors peut-être même, beaucoup de dermatologues le disent, qu'il faudrait revoir les recommandations sur les consultations suivies systématiques annuelles à vie de patients qui ont des antécédents de cancer cutané de bas risque. Alors c'est un peu provocateur de dire ça, mais je crois qu'il faut quand même se mettre face aux réalités.
Quand on aura beaucoup de dermatologues, on verra les choses. Alors peut-être qu'il faut développer des consultations de prévention en lien avec certains centres mutualistes, CPAM, et peut-être la délégation de certaines prises en charge. Améliorer le parcours de soins, c'est peut-être aussi favoriser un circuit consultation urgente. Alors à l'hôpital, ça peut être avec des couples praticiens hospitaliers IDE, une organisation à formaliser, en lien avec le médecin généraliste, le pharmacien. Chez les dermatolibéraux, des accueils urgents avec, là aussi, ciblés, filtrés par les généralistes. Soutenir des postes d'assistantes médicales ou assistants médicaux, peut-être pour aider à donner des conseils, à faire un peu un filtre. Et puis, avoir une plateforme dédiée pour les dermatologues libéraux vers les CHG et les CHU si besoin. Donc tout ceci demande des moyens humains et techniques. L'amélioration du parcours de soins peut aussi passer par le développement de professions de santé telles que les infirmières de pratique avancée. Alors c'est vrai que sur un plan économique, c'est plus facile pour elles qu'elles soient en lien avec un CH qui soit U ou général. Pour les maladies chroniques, pour les cancers, ça permettrait d'aider mieux les professionnels, mais surtout les patients dans des parcours complexes. Alors ça a été développé en oncodermatologie, mais il faudrait aussi que ça soit dans d'autres secteurs de la dermatologie, pour à la fois avoir aussi des actions de prévention, d'apprentissage d'auto-évaluation et de suivi des patients, et peut-être aussi certains actes simples. Valoriser le métier d'assistant, j'en ai un peu parlé. Et puis, Madame Boiteux l'a cité, c'est vrai que c'est très important. Là, il y a un enjeu des programmes régionaux de santé. Donc, il faut intégrer la dermatologie dans ces programmes régionaux de santé. Réfléchir aussi à intégrer certaines pathologies dermatologiques à la filière de pathologies chroniques stabilisées qui concerne actuellement surtout la cardio, la pneumo et la neuro. Pour certaines pathologies, favoriser l'accès au MDPH. Favoriser le lien entre les acteurs de santé pour ce parcours, c'est important. Alors, il y a certaines équipes qui se structurent, des équipes de soins, avec des dermatos, des généralistes, des assistants médicaux, pour l'onco, mais aussi en lien avec les collectivités. Et c'est aussi à décliner pour l'inflammatoire. Donc, moi, je vois dans les Landes, il y a des gens qui commencent à développer ces initiatives. Des réseaux ville-hôpitaux existants à diffuser. Certains, ça marche très bien. J'avoue que nous, on a assez de chance à Bordeaux, mais bon, ce n'est pas toujours le cas partout. Favoriser, valoriser la télémédecine, mais en connaissant les limites, y compris celle de la disponibilité des dermatologues pour y répondre. Le problème de l'interopérabilité et de la lourdeur administrative de certains systèmes. Et on voit dans certaines villes, dans certains départements, il y a 3 ou 4 systèmes qui ne sont absolument pas communiqués entre eux. Mieux informer les dermatologues aussi dans ce cadre. Impliquer les généralistes, impliquer les pharmaciens ou d'autres professions de santé, et puis bien sûr, encore une fois, chaque fois, le lien avec les associations de patients et aider à l'implication du patient dans son parcours. Donc former, impliquer les généralistes, je pense il faut retravailler ce point. Vous savez qu'on a une session qui a lieu aujourd'hui d'ailleurs au cours des JDP pour les généralistes, mais il faudrait bien sûr diffuser ça vraiment partout. Et avec la problématique, comme je le disais, que le nombre de généralistes est en diminution aussi. Donc même si vous savez que le parcours est passé en 4 ans pour les généralistes, qui peut mathématiquement augmenter le nombre de généralistes. Cette formation des généralistes pour un premier filtre, nous on est en train d'y travailler avec l'URPS en Gironde pour le moment, et on va essayer de diffuser ça pour essayer vraiment de mieux différencier bénin non urgent versus pathologie grave, quel est le délai idéal, entre guillemets, lésions bénignes, lésions malignes, des algorithmes de prise en charge à diffuser pour la première ligne pour certaines pathologies. Et donc là aussi, il y a des actions de la SFD avec notamment ChronoReco, qui est une web app où on peut avoir comme ça des premiers des algorithmes de prise en charge. La formation des actes de première ligne à renforcer. La biopsie, la cryothérapie, mais aussi pour certains qui sont volontaires, la dermoscopie de premier niveau. Renforcer la formation dermatologique des internes de médecine générale. C'est vrai qu'avant, nous, on avait des internes de médecine générale dans les services de dermatologie. Maintenant, on n'en a plus du tout. Et bon, très bien. Et vraiment, je pense que ce serait important qu'ils y reviennent un petit peu. Et beaucoup de mes collègues dermatolibéraux étaient tout à fait d'accord pour recevoir des internes de médecine générale dans leur cabinet. Ils disaient vraiment que ce serait important. Et après, ça pourrait favoriser de faire un réseau avec nous. Et aussi des interactions dans les maisons de santé.
Donc il faut améliorer l'information, pour favoriser toutes ces améliorations, pour générer une prise de conscience de la prévalence de l'impact de la peau. Donc c'est tout ce qu'on fait tous déjà, la SFD, la FFP, les associations de patients, pour qu'on puisse bien se faire entendre de tout ce qu'il y a sur la droite de ma diapositive. Et donc nous avons un rôle clé et synergique à jouer ensemble. Et je ne pourrais pas participer aux ateliers cet après-midi parce que je fais un DPC, mais je suis vraiment à disposition. Je pense que c'est vraiment un sujet où il faut qu'on interagisse et qu'on construise ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup.